Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Maurepas, c'est dans les Yvelines. Nous sommes en mars 1957 dans une belle maison de maître, dissimulée derrière un grand mur avec un haut portail. Toute une délégation de cinéphiles est venue pour remettre la Légion d'honneur à un homme de 71 ans. Où il est alité, il est rongé par le cancer. Erich Oswald Mark von Stroheim, ou Nordenvall, c'est son véritable nom. Erich von Stroheim, pour les cinéphiles, un des plus grands réalisateurs du cinéma muet, avec Folie de femme, Les Rapaces, La Reine Kelly, je vais y revenir, et qui a réussi sa reconversion, devenu un acteur iconique aussi bien en France qu'à Hollywood. Et c'est le réalisateur de Casque d'Or, c'est Jacques Becker, qui épingle l'insigne sur le pyjama de soie noire. Et à ce moment-là, comme par réflexe, Erich von Stroheim va trouver la force de faire le salut militaire. Il mourra quelques semaines plus tard, non sans s'être confessé à un aumônier catholique, et vous allez comprendre pourquoi je souligne ce détail. Le lendemain, les journaux du monde entier saluent l'artiste, rappellent son œuvre. Ils évoquent tous cette fameuse silhouette d'officier, rigide et sanglé dans ses vêtements bien ajustés, avec le crâne rasé, le monocle arrogant. C'est comme ça qu'il est apparu dans le rôle du commandant von Rauffenstein, dans La Grande Illusion. Mais c'est aussi l'image que lui-même voulait donner. Cette image d'un aristocrate autrichien, fils de colonel des dragons, élève de l'académie militaire de Neustadt, une image qui, elle aussi d'une certaine manière, était peut-être une grande illusion. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est bien à Vienne, en tout cas, qu'est né Erich Oswald Stroheim, en septembre 1885. On est dans la capitale de cet empire qui, vous savez, domine toute une partie de l'Europe centrale. C'est le cœur battant de la belle époque, avec ses bals, ses opérettes viennoises. Bref, ville d'immigration aussi, Vienne. Le père de Stroheim est venu de Prusse orientale. Il tient un commerce de chapeaux et un atelier de polissage de verre. La mère est la fille d'un marchand de Prague. Vous avez compris que chez les Stroheim, on est juif pratiquant. Je dirais, c'est l'éthos même de cette famille viennoise telle qu'on peut la trouver. On peut en trouver beaucoup à l'époque. Éric va grandir avec son frère cadet Bruno dans une belle maison. Seulement un jour, en manipulant un fusil de chasse, Bruno va tuer par accident un de ses camarades. Vous imaginez le drame familial, le père qui dépense une fortune pour éviter les poursuites, le magasin qu'on est obligé de vendre. On déménage la fabrique dans un quartier un peu moins exposé. Bref, c'est ce qu'on peut qualifier de déclassement. Un déclassement qui n'empêche pas Éric de suivre ses études de commerce. En 1906, il s'engage dans l'armée royale et impériale. On est toujours sous le règne de François-Joseph, bien entendu. Il est volontaire pour 10 ans, Erich Stroheim. Il aspire au grade d'officier de cavalerie et déjà il achète sa tenue de dragon. Seulement, on le cantonne au régiment du train des équipages, à la mission d'intendance pas très prestigieuse, qui d'ailleurs l'ennuie beaucoup, et en 1908, il est carrément déclaré inapte. On le pousse vers la sortie. Selon Fanny Lignon a écrit en 2006 chez PUF, Erich von Stroheim, mythe et réalité, et c'est très utile de faire constamment la distinction entre les deux, bien sûr. Selon elle, si les autorités militaires lui refusent la carrière, c'est précisément parce qu'il est juif. D'ailleurs, le régiment du train des équipages, où il était surnommé les Dragons de Moïse, parce que c'est là qu'on affectait justement les officiers juifs. Il décide à ce moment-là de changer de vie et de partir pour l'Amérique. Alors, quel a été le facteur déclenchant ? Pourquoi est-ce qu'il a comme ça changé de vie complètement ? Il ne l'a jamais vraiment expliqué. Quand on lui posait la question, il répondait « c'est mon secret ». Fin 1909, le voilà en tout cas qui débarque d'un paquebot à New York. Et à New York, il va s'inventer une nouvelle identité, va créer sa légende, si vous voulez. Et il commence par ajouter, c'est assez fréquent cette petite manie, il ajoute une particule à son nom et il devient von Stroheim, alors qu'il s'appelait Stroheim tout court, évidemment. Il raconte avoir fait l'académie militaire et avoir servi comme lieutenant de cavalerie, et il se déclare chrétien et non plus juif. Il accepte tous les petits boulots à ce moment-là, bien que aristocrate viennois, n'est-ce pas ? On le voit amuser les gens dans un music-hall, il est rédacteur pour un journal allemand, il est aussi maître nageur.
En juillet 14, le voilà qui part pour Hollywood et se fait embaucher comme cascadeur, décorateur. Il devient conseiller technique sur des tournages. On est à la grande époque du Hollywood des films muets, vous savez, et il devient acteur. Le voilà maintenant de plein pied dans l'univers du cinéma qui est en train de s'ouvrir à lui. Il est l'assistant pas de n'importe qui, puisque c'est le plus grand réalisateur de l'époque, Griffith en personne. Il apprend le cadrage aux côtés de Griffith, la mise en scène, le montage. Il vient de trouver, disons-le, sa vocation. Et quand les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, donc en avril 1917, eh bien, il fait partie de toutes ces productions. Vous savez, on produit des films de propagande anti-allemande. Et pour lui, c'est une aubaine, puisqu'au lieu de changer de nom comme d'autres comédiens d'origine allemande, lui va au contraire jouer à la perfection le rôle de l'officier teuton, volontiers cruel et même un peu méprisable. On le retrouve comme ça dans The Dirty Hunt, qui en France est devenu le sale Boche, ça vous donne une idée. Dans Le Sceptique, il est un officier qui fait abattre une grand-mère et ses 2 petits-enfants, vous voyez le genre. Bref, c'est comme ça qu'il devient connu, en fait. Pas tout à fait encore célèbre. Il va décrocher le titre de « L'homme que vous allez adorer haïr ». Voilà le début de cette expression. Il a plus d'ambition que ça quand même, et il se met à écrire des scénarios, et en 18, il a rendez-vous avec le patron d'Universal, qui lui demande de produire un film dont le titre français est La Loi des montagnes, Blind Husbands en américain. On se trouve dans les Alpes autrichiennes. Un lieutenant est là qui fait de l'alpinisme avec un couple et qui tente de séduire la femme. Et c'est Stroheim lui-même qui va jouer le lieutenant. Et déjà, il se met à développer un univers un peu parallèle, un peu décadent, peuplé d'officiers aristocratiques assez concupiscents autour de femmes qui, elles, sont pures et qu'on essaie de dévergonder. Et le public aime bien ça, bien entendu. Ça fait tout de suite un succès. On peut dire que la véritable carrière d'Erich von Stroheim est désormais lancée. Il est celui par qui le cinéma américain va flirter avec quelque chose de nouveau. Ça ne plaît pas forcément aux États-Unis, mais c'est en train de faire sa célébrité à l'échelle mondiale. Vous écoutez Radio Classique. Il y a un film d'Erich von Stroheim qui va vraiment lui apporter beaucoup de succès. Ça s'appelle Folie de femme, film muet, bien sûr. Ça raconte toute une histoire d'escroquerie à Monte-Carlo. Et pour l'occasion, d'ailleurs, les studios Universal ont reconstitué à grands frais le grand casino de Monte-Carlo. Vous imaginez ça ? Stroheim se lance dans la réalisation de Merry Go Round, Les Chevaux de bois, avec un tournage assez houleux, parce que la vérité, c'est que le personnage est aussi extravagant dans la direction d'acteur et dans la direction tout court qu'il l'est dans sa vie, dans sa conception de la vie. Il multiplie les exigences, il arrête la prise de vue parce que l'orang-outan qu'il avait demandé n'est pas comme il voulait, il se plaint de la couleur de l'herbe. Je me permets de vous rappeler qu'à l'époque, les films sont en noir et blanc, mais c'est pas grave. Bref, il modifie en plus le scénario en permanence, il arrive à faire un film qui n'est pas celui qui avait été écrit. Ça exaspère tout le monde et après 5 semaines, il est remercié par Universal. C'est le premier réalisateur licencié de l'histoire. Oh, ce ne sera pas le dernier, me direz-vous. Stroheim, à ce moment-là, va rejoindre Meyer, Louis B. Mayer, pour réaliser un autre film très célèbre pour les amateurs de films muets. Ça s'appelle Les Rapaces, l'histoire tirée d'un roman naturaliste sur la cupidité, l'avarice. Après 8 mois, c'est le grand duel final de ce film qui est tourné dans la vallée de la mort. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître la vallée de la mort, mais c'est un des endroits les plus inhumains, les plus désertiques de la planète, sous un soleil de plomb. L'équipe est exténuée de travailler là, avec en plus ces exigences de Stroheim, qui tient son chef-d'œuvre et qui remet au producteur une copie de 42 bobines. 7 heures de projection, vous imaginez. Il va falloir faire intervenir, c'est Meyer qui s'en occupe, 3 monteurs successifs qui vont qui vont sabrer, tailler à la serpe pour ramener le film à 1h40, ce qui déjà est beaucoup pour l'époque. Stroheim a l'impression d'avoir été désavoué, d'avoir été trahi d'une certaine manière. Il ne veut pas entendre parler du film qui va quand même sortir en décembre 24 et qui sera un fiasco. Et pourtant, c'est un grand film. Jean Cocteau dira des Rapaces, c'est le plus grand film de tous les temps. Et peut-être qu'il ne se trompe pas tellement, ça mérite d'être vu ou revu.
Stroheim, en tout cas, est complètement meurtri. Il va faire quelques films de commande à ce moment-là, rédiger le scénario de La marche nuptiale qui se passe à Vienne et dans lequel, bien sûr, il se réserve un des rôles principaux. Il n'en peut plus des grands studios américains. Il va trouver un producteur indépendant pour accepter de le financer, mais après plusieurs semaines de tournage, ce producteur qui n'arrive plus à suivre va confier le projet à la Paramount qui récupère tout ça. Et le 30 janvier 1927, le film est arrêté. Il n'est pas possible en fait pour Stroheim. En tout cas, c'est très difficile de s'émanciper de ces studios qui règnent en maître à Hollywood. Et c'est pendant cette période qu'il va rencontrer dans les décors reconstitués de Vienne l'archiduc Léopold de Habsbourg, qui est un proche parrain du défunt empereur Charles. Vous imaginez la situation pour ce vrai faux aristocrate viennois qu'est Stroheim, qui au début a l'air complètement sidéré, il reste muet. Il a peut-être peur d'être démasqué par quelqu'un qui lui connaît de très près, de l'intérieur, l'aristocratie et le monde des officiers de Vienne. Et puis, Stroheim, quand il parle en allemand, c'est Billy Wilder qui dit ça. Et Billy Wilder savait de quoi il parlait parce qu'il était lui-même viennois. Il disait que Stroheim parlait avec un accent typique des faubourgs viennois. Bref, après une demi-heure, le réalisateur finit par s'adresser à l'archiduc. D'officier à officier, il ne parle que de la guerre, qu'il n'a pas faite, et des batailles qu'il n'a pas livrées. Et l'archiduc Léopold dira à propos de Erich von Stroheim: « Même si vous commencez par lui parler de la vieille porcelaine de Vienne, vous en arrivez à la Grande Guerre. Avant de vous en rendre compte, il est occupé à vous faire le récit d'une de ses grandes offensives. Bref, il a fait ce qu'on doit pouvoir appeler un grand numéro d'acteur. » C'est ce qu'il fait le mieux, me direz-vous. Début 1928, Gloria Swanson, la grande actrice, elle est au fait de sa gloire à l'époque. Gloria Swanson, elle approche Stroheim. Elle est accompagnée à l'époque d'un certain Joseph Kennedy. Joe Kennedy, c'est le père du futur président, bien sûr, qui est son producteur et qui est prêt à financer pour elle un film très ambitieux dans lequel elle aura le premier rôle, bien sûr. Et Stroheim va rédiger pour elle un scénario. La reine Kelly, Queen Kelly, il promet de tourner le film en 10 semaines, ça coûtera peut-être un peu moins cher, avec cette première scène qui montre le prince Wolfram à la tête de ses cavaliers qui croisent la route des élèves d'un pensionnat de jeunes filles et qui les salue, sabre au clair. Les demoiselles répondent par des révérences, et il y en a une donc qui est jouée par Gloria Swanson, qui s'appelle Kitty Kelly, qui attire son attention. Seulement voilà que les soldats éclatent de rire. Wolfram indique à la jeune fille qu'elle a perdu sa culotte, et évidemment elle est toute gênée, elle la ramasse, elle la roule en boule, elle la jette à la figure du prince, qui s'en saisit et qui l'arrange précieusement. On est vraiment dans l'univers ultra sulfureux de Stroheim. Et le tournage va être aussi difficile et extravagant que les autres. Stroheim modifie constamment le scénario. Il ajoute des scènes dont vous aurez compris qu'elles sont volontiers scabreuses, pour ne pas dire aux yeux du public américain carrément immorales. Il va dépeindre une maison close avec ses clients d'une façon explicite, ce qu'on n'avait jamais vu au cinéma. On voit une ancienne bonne sœur qui est devenue mère Mackerel. Enfin, vous voyez un peu le genre. Quant à Queen Kelly, eh bien, elle épouse un vieux monsieur gâteux, et le comédien qui joue ce mari va laisser couler du jus de chic sur la main de Gloria Swanson au moment de l'échange des anneaux. Enfin, ça fait vraiment beaucoup. On crie, on se récrie en coulisses, c'en est trop pour l'actrice qui n'en peut plus et qui fait renvoyer Stroheim. Vous vous dites que c'en est fini entre Erich von Stroheim et Gloria Swanson. Ben non, en fait, il y aura d'autres, il y aura des suites, vous les devinez. C'est en 1932, il a donc 47 ans à l'époque, Erich von Stroheim, qu'il va réaliser son dernier film, c'est d'ailleurs le seul film parlant, dernier film pour la Fox. Ça s'appelle Walking Down Broadway. Il n'est jamais sorti ce film, on n'a que quelques bobines, quelques scènes. Il faut dire que la plupart des films de Stroheim ont été mutilés, certains ont disparu. Bref, et lui-même est au bord de la ruine, disons les choses. C'est à ce moment-là qu'on lui propose de redevenir acteur, mais à un moment charnière du cinéma, puisque les films, vous l'avez compris, on est au début des années 30, maintenant les films sont des films parlants. Et Stroheim va réussir ce virage. Il crève de nouveau l'écran avec cet accent germanique qui le caractérise et qui appuie son personnage. En 1935,
1936, il est contacté par Paris Film Productions pour venir jouer le rôle d'un officier allemand dans un film d'espionnage français, Marthe Richard au service de la France. La Marthe Richard en question, c'est bien celle qui fera fermer les maisons closes après la Seconde Guerre mondiale et qui racontait, à tort ou à raison, plutôt à tort qu'à raison d'ailleurs, avoir été une espionne au service de la France pendant la guerre de 14. Bref, il accepte de tourner ce film, il quitte donc l'Amérique, retour en Europe et nouvelle page d'une vie dont vous aurez compris qu'elle est constamment surprenante et en demi-teinte. Franck Ferrand sur Radio Classique. La grande illusion, c'est évidemment le rôle qui va immortaliser Erich von Stroheim pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialement cinéphiles. Il est en train de commencer en France une nouvelle carrière et Jean Renoir, donc l'auteur de La grande illusion, dit « Si je fais du cinéma, c'est beaucoup à cause de Stroheim ». L'histoire, vous la connaissez, hein, cette histoire d'une poignée de soldats français pendant la Grande Guerre, français et anglais d'ailleurs, qui sont emprisonnés dans cette forteresse allemande et qui veulent s'échapper. Et Stroheim joue bien sûr le commandant de la forteresse, le capitaine von Rauffenstein, qui noue une relation pleine de respect avec un des prisonniers, le capitaine de Boieldieu, qui comme lui est un aristocrate. Stroheim étoffe son rôle. C'est lui qui a eu l'idée de porter une minerve, vous savez, pour justifier l'absence de son personnage sur le champ de bataille. Il déborde d'idées que Renoir parfois va être obligé de réfréner, comme celle de décorer le mess des officiers allemands comme si c'était un bordel viennois. Bref, le succès du film va être très grand, succès à l'échelle du monde entier et qui va donner une très grande notoriété bien sûr à Stroheim. Durant les 3 ans qui suivent, il va multiplier les films. Il joue toutes sortes de rôles, celui d'un professeur d'anglais, d'un médecin autrichien, d'un petit escroc, etc. Et puis voilà que c'est déjà la guerre et que les troupes allemandes envahissent la France en juin 40. Et par un hasard heureux, il se trouve que Stroheim, à ce moment-là, dans les nombreux déplacements qu'il fait, se trouve en Amérique. Oh, il va y rester, il reste à distance de cette Europe sous domination nazie. Il ne rentrera à Paris qu'en 1945. Et c'est en 50 que Billy Wilder va le rappeler à Hollywood pour lui proposer un film dans son film culte, où on va retrouver Gloria Swanson, puisqu'il s'agit de Sunset Boulevard, de Boulevard du Crépuscule. Et Stroheim accepte ce rôle parce qu'il est magnifique. Il joue le rôle d'un ancien réalisateur, Max, qui est devenu le majordome d'une star déchue du cinéma muet, de Norma. Vous connaissez sans doute le film. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument vous y précipiter. Ce majordome, c'est la version mélancolique de Stroheim. Un hommage à son propre passé de réalisateur d'ailleurs. D'autant, il joue son rôle un peu comme Gloria Swanson joue le sien. Vous imaginez les retrouvailles après ce film tellement difficile, le film Queen Kelly avec l'épisode de la culotte et celui de la chic, vous vous rappelez ? Bref, Norma, dans le film, est convaincue qu'elle est à la veille d'un retour triomphal. Elle regarde ses anciens films et notamment, qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde des extraits de Queen Kelly, justement. Stroheim propose des ajouts à Billy Wilder qui va les accepter. Par exemple, il écrit lui-même des lettres d'admirateur à Norma pour faire croire que le public ne l'a pas oublié. C'est poignant tout ça. Il y a d'autres idées qui sont refusées, comme celle de filmer Max en train de repasser amoureusement la lingerie de Norma Desmond. On ne le changera pas, qu'est-ce que vous voulez, ça aurait été des idées qu'il aura eues comme ça jusqu'au bout. Bref, le film est un gigantesque succès, c'est plus que ça, c'est un triomphe. Stroheim est nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Il n'avait pas besoin de ça, de toute façon sa légende à lui était déjà tissée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il revient en France juste après la fin du tournage. Il vit dans les Yvelines, je vous l'ai dit, à Maurepas. Il vit avec celle qui sera sa dernière compagne, Denise Vernac. Et comme tout bon aristocrate, qu'il manque ou pas d'argent, il continue à porter beau, n'est-ce pas ? Il invite chaque année les enfants du village, enfin de la ville de Maurepas, à un Noël et offre des cadeaux. Enfin voilà, on vit dans cette espèce d'atmosphère encore un peu belle époque. Il est atteint d'un cancer des os, en vérité, Erich von Stroheim, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler, certes pour continuer de gagner un peu sa vie, mais aussi parce que c'est sa vie. Il va jouer encore dans 8 films, publier des romans, 2 romans, écrire des scénarios, des synopsis. Il travaille constamment jusqu'au dernier moment. Et c'est Jean Renoir, qui faisait partie de la délégation dont je parlais au début de cette émission, qui raconte l'enterrement. Ce fut, dit Jean Renoir,
Ce fut celui qui convenait à ce personnage extravagant. Le cercueil de bois sculpté était tellement grand qu'il fallut élargir le chemin qui menait à la petite chapelle. Le cortège, composé de célébrités du cinéma français, était précédé de musiciens tziganes d'une boîte de nuit qui jouaient des valses viennoises. On peut dire que jusqu'au bout, Erich von Stroheim aura entretenu l'illusion sur sa vie, ses origines. Il a entretenu cette illusion non seulement auprès du public, bien sûr, mais auprès de ses propres collaborateurs et même de ses proches, de sa femme, de ses enfants. Ses premiers biographes qui avaient recueilli son témoignage ont d'ailleurs participé à l'édification de cette légende. Plus tard, devant l'évidence, l'un d'eux, c'est Hermann Weinberg en l'occurrence, aura ces mots « Je pense que cela rend Stroheim encore plus passionnant. » Oui, je suis bien d'accord. Il ajoutait « Je pense qu'il est bien plus grand comme cela. » Vous écoutez Radio Classique.